Dès 1903, l'empereur d'Allemagne Guillaume II s'est fait concéder la construction d'une voie ferrée baptisée Bagdad-Bahn qui reliera Berlin à Bassora à travers tout l'Empire ottoman. La Deutsche Bank financera les travaux. En contrepartie, elle exploitera tous les gisements pétroliers découverts sur le tracé du Bagdad-Bahn. Les Anglais s'inquiètent, cette pénétration allemande en Turquie menace la route des Indes. En 1909, le sultan Abdulhamid est renversé par le mouvement réformiste des jeunes Turcs. Incapable de rembourser les dettes de l'Empire, son successeur Mohamed V se voit forcé d'entériner le contrat passé avec la Deutsche Bank et s'apprête aussi à confirmer la concession de Kolbi. Les financiers anglais qui contrôlent la banque turque s'insurgent et confient leur défense à Calouste Gulbenkian. Gulbenkian, qui avait acquis une solide expérience en Russie, à Bakou, dans l'industrie pétrolière, était du fait de ses contacts arméniens très connus et très introduits en Turquie. Quand Anglais et Allemands s'affrontèrent à propos des gisements pétroliers qui pouvaient exister en Mésopotamie et sur le point de savoir qui allait les contrôler, Gulbenkian s'interposa et leur dit « Laissez-moi tenter de vous mettre d'accord ». Après avoir évincé Kolbi, l'Arménien convainc les banquiers anglais de créer avec les Allemands une société commune dont il s'octroie un gros paquet d'actions. Il en cède aussitôt les 2/3 à la chaîne. Fureur de Churchill. L'anglo-persian que contrôle le gouvernement britannique doit avoir sa part du gâteau. L'Angleterre exerce alors un tel chantage militaire et financier sur les Turcs qu'en mars 1914, l'anglo-persian entre dans le consortium qui va devenir la Turkish Petroleum Company. Banquiers anglais contrôlant la banque turque et anglo-persian y détiennent 50% des parts. La Deutsche Bank 25% et la Royal Dutch Shell 25%. Gulbenkian fait transférer à la Turkish Petroleum le droit d'exploiter tous les champs de pétrole que traversera le Bagdad-Bahn dans l'Empire ottoman. Pour prix de sa médiation, on rétrocédera à Gulbenkian 5% des parts de la Turkish Petroleum. Désormais, on ne nommera plus l'Arménien que Monsieur 5%. L'aube du XXe siècle voit se tarir le pétrole en Pennsylvanie. Titusville, dont la population s'était multipliée par 30, s'est vidée aux 3/4. Ses 20 000 habitants ont quitté Pitt Hall, devenue une ville fantôme. Il n'en restera rien en 1900. Les pionniers émigrent vers le sud et commencent à prospecter la côte texane. Le 10 janvier 1901, d'un puits foré à Spindletop par le capitaine Lucas, jaillit le plus haut jet de pétrole de l'histoire. Il produira 100 000 barils par jour. 50 000 prospecteurs s'abattent aussitôt sur la région. Les derricks y poussent si serrés qu'en 20 mois, le gisement de Spindletop sera mis à sec. C'est le banquier Andrew Mellon qui, avec ses frères et son neveu, a financé Lucas et son partenaire. Ensemble, ils fondent la Gulf qui deviendra l'une des 7 plus grosses compagnies mondiales. D'abord minoritaires, les Mellon sont bientôt maîtres de la société. Autre société qui fera partie des 7 grandes, la Texaco naît au Texas à la même époque. Son essor est fulgurant. Son fondateur, Joe Cullinam, un simple prospecteur, a débuté avec 50 000 $. À court d'argent, ses associés et lui font appel à des financiers comme John Gates et Walter Sharp, qui peu à peu les évincent et prennent la direction de la compagnie. 3 ans après ses débuts, Texaco à côté de ces géants prospèrent quelques magnats indépendants. Règne sur un empire qui pèse 660 millions de dollars or. Le Standard Oil Trust contrôle 70 sociétés, 100 pétroliers, 150 000 km d'oléoducs, traite 84% du brut aux États-Unis et raffine 35 000 barils d'essence par jour.
Le Standard Oil Trust était devenu pour le public l'incarnation même du développement dévastateur, du capitalisme triomphant, dévorant, moralement injustifiable. Ce n'était plus qu'une machine à faire de plus en plus d'argent. Ses abus étaient scandaleux. Le Standard Oil Trust achetait les politiciens, entretenait des relations étroites et inacceptables avec le président McKinley, dont l'administration était à ses ordres. On disait que le gang de la Standard Oil contrôlait cette administration, la soudoyait. L'opinion commença à considérer le trust comme un chancre, un cancer qui infectait tout le gouvernement américain. Jamais on n'avait vu une telle accumulation de pouvoir et d'argent dans ce pays, ni même dans le monde. Depuis le début du XXe siècle, une vive réaction s'était amorcée en Amérique contre la puissance croissante des trusts. Rockefeller était l'homme le plus riche d'Amérique. Le monopole qu'il détenait sur le pétrole était devenu un vrai problème politique. Trop de gens en dépendaient. Dès lors, les politiciens furent forcés de le briser. Le 15 mai 1911, au terme de 20 procès qui ont duré 7 ans, la Cour suprême des États-Unis décrète la dissolution du Standard Oil Trust. Il éclate en 34 sociétés. Le Standard Oil Trust a été fractionné en plusieurs groupes, mais ceux-ci ont continué à opérer ensemble. Leurs gros actionnaires étaient les mêmes, et ils gardaient les mêmes intérêts. Bien des gens ont prétendu que la puissance de l'ensemble est restée aussi grande après qu'avant la dissolution. L'empire de la Standard Oil s'est parfaitement maintenu. En fait, il est resté intact. Les hommes qui avaient dirigé le trust sont devenus les administrateurs des sociétés nées de sa dissolution. Tous ceux qui détenaient le capital du trust ont reçu une part égale de la propriété des nouvelles compagnies. John Rockefeller a été le plus gros bénéficiaire de la dissolution. Dans la semaine qui a suivi, les actions de chacune des sociétés entre lesquelles le trust était divisé ont grimpé astronomiquement. Rockefeller a personnellement empoché près de 100 millions de dollars. Officiellement, il a cessé toute activité. Il se contente d'encaisser de fabuleux dividendes. Il a été le premier homme au monde à posséder 1 milliard de dollars. Il vit retiré dans ses luxueuses propriétés, s'occupant d'œuvres philanthropiques auxquelles il continue à consacrer 10% de ses revenus. Cet impitoyable rapace, qui s'est transformé en débonnaire grand-papa gâteau, vivra paisiblement jusqu'à 98 ans. Comme